c'est de ce côté de la rue. C'est ça. Merde. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Lève les mains. Lève les mains, non. Lève les mains. Ce chaos qui se déroule devant vous n'est pas causé par un criminel de rue, une bande de mafieux de la drogue, ou un criminel recherché. Devant ce canon se tenait un juge respecté, un ancien législateur, et un homme qui détenait autrefois le pouvoir de décider du sort des autres. Mais derrière cette image polie se cachait une obscurité que personne n'avait vu venir, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Ce qui s'est déroulé, ensuite a secoué une communauté entière et brisé une famille pour toujours. Coup de feu, conversations indistinctes. Non, pas cette merde. Conversations indistinctes. Tais-toi, putain. Conversations indistinctes, tout. Alors que la police tentait de l'attraper, Lance s'est enfui par la porte arrière de la maison de sa sœur. Qui est Lance Mason? Et qu'a-t-il donc fait pour qu'une équipe spéciale vienne l'arrêter? Lance Timothy Mason n'était pas juste un autre fonctionnaire. Il était l'incarnation de l'autorité, un homme qui avait porté toutes les distinctions qu'une ville pouvait offrir. Des couloirs de marbre de l'Ohio State House à l'imposition du silence dans la salle d'audience en tant que juge de la Cour des plaidoyers communs, sa présence inspirait le respect et sa voix portait du poids. Il avait autrefois façonné des lois et rendu des jugements, défendu la justice d'une main ferme et côtoyé ceux qui façonnaient la politique nationale. Dans chaque pièce où il entrait, les regards se tournaient, dans chaque poste qu'il occupait, le pouvoir suivait. Son curriculum vitae dressait le portrait d'une excellence, poli et précis. Représentant de l'État, sénateur, juge, fonctionnaire municipal. Mason ne jouait pas seulement le jeu, il semblait le maîtriser. Et pourtant, à mesure qu'il grimpait, quelque chose d'autre montait avec lui, quelque chose qui restait caché derrière les discours et les poignées de main, quelque chose qu'aucun titre ne pouvait effacer. Mais juste quand il pensait être intouchable, la police fouillait son sanctuaire, le cherchant comme un criminel recherché. Attention, ils ont le chien là-haut. Ils sont à l'étage. Conversation indistincte, conversation indistincte, conversation indistincte, conversation indistincte, conversation indistincte, conversation indistincte. Je l'ai, mets tes mains derrière ton dos, fais-le maintenant, au milieu. Attention, attention, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Mes filles dans les coins tranquilles de son monde, derrière des portes closes et loin des flashs des caméras, la tension montait. Ceux qui prêtaient assez attention auraient pu le sentir. La manière dont son sourire poli ne rejoignait parfois pas ses yeux, l'éclat de contrôle sous le calme. Personne ne posait de questions, et il ne disait rien. Mais l'air autour de lui commençait à changer, lentement au début, comme le silence avant une tempête. Puis un jour, cette tempête est arrivée. 17 novembre 2018. Ce jour-là devait être comme les autres, mais pour Aisha Fraser, ce serait le dernier jour où elle verrait ses enfants, le dernier jour où elle pourrait respirer librement. Les deux devaient se rencontrer à un endroit convenu. C'était la maison appartenant à la sœur de Lance Mason, une maison qui deviendrait le théâtre d'une horreur inimaginable. Lance avait déjà décidé du sort d'Aisha Fraser ce jour-là. Un couteau utilisé comme arme pour poignarder la mère de ses enfants, Lance Mason n'a pas simplement perdu le contrôle. Il l'a planifié. Devant leurs deux enfants, qui ne pouvaient que regarder dans une peur paralysante, il l'a attaqué. Le bruit du couteau fendant l'air était couvert par les cris d'agonie de leurs enfants. Ils hurlaient pour leur mère, mais il était déjà trop tard. Et puis, dans un ultime acte de désespoir, Mason s'est enfui. Il n'a pas arrêté. Il a volé le SUV d'Aisha et a filé à toute vitesse. Mais sa tentative de fuite n'a pas duré longtemps. Dans sa fuite imprudente, il a percuté une voiture de police, la heurtant avec une force brutale.
l'officier à l'intérieur a été blessé. Mais la terreur de Mason ne faisait que commencer. Il a continué à courir, pensant pouvoir échapper à son passé, mais le destin avait d'autres plans. Il ne fallut pas longtemps pour que la loi le rattrape, et le cauchemar qu'il avait déclenché commença à se défaire. À l'intérieur de la maison, Mason, sa propre sœur, était au téléphone avec le 911, sa voix tremblante d'incrédulité, tandis qu'elle voyait son frère tout détruire sur son passage. Il l'a poignardée, et elle est morte, a-t-elle dit, les mots flottant dans l'air comme une sentence de mort. Pendant ce temps, en arrière-plan, les enfants sanglotaient de manière incontrôlable. Leurs cris étaient une preuve glaçante de l'horreur qui venait de se dérouler. Et quand ce fut le cas, cela laisserait des cicatrices si profondes que même le plus haut siège de la justice ne pourrait les ignorer. L'homme qui avait autrefois rendu des verdicts depuis le banc se retrouverait bientôt de l'autre côté de la loi à genoux sur le sol, comme s'il n'avait jamais vu à quoi ressemblait le vrai pouvoir. À genoux. Tiens ça, tout en haut. Tu as quelqu'un avec toi? Ok, attends. Tu l'as? Il saigne à flot. Il faut l'emmener à l'ambulance maintenant. Il saigne à flot. Ok, viens. Attention, attention, attention. Où est l'ambulance? Mais pas encore. Pas tout de suite. L'histoire n'avait pas atteint son apogée. Pas avant que le masque ne glisse. Pas avant que la vérité ne se fraye un chemin jusqu'à la surface. Ok, assieds-toi ici. Alors que ses mains racontaient le sort horrible qu'Aisha Fraser avait subi, il était difficile de le distinguer de l'homme charismatique qu'il était autrefois. Où l'était-il vraiment? Les gens se demanderont. Mais avant les scènes horribles de 2018, Lance avait déjà donné des indices de la monstruosité dont il était capable. C'était un jour d'été chaud, le 2 août 2014, quand l'image de Lance Mason, le juge autrefois respecté et ancien sénateur d'État, fut déchirée dans une tempête de rage et de violence que personne n'avait vu venir. Il ne portait pas de robe ce jour-là. Il n'était pas derrière un banc à rendre des jugements. Il était au volant d'une voiture, sa femme à ses côtés et leurs enfants à l'arrière. Ce qui aurait dû être une simple balade s'est transformé en cauchemar. Sans avertissement, le calme s'est brisé. Mason a commencé à frapper sa femme avec ses poings, 20 coups sauvages, l'un après l'autre, comme s'il avait perdu tout sens du contrôle, toute humanité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Avec leurs enfants terrifiés, regardant depuis la banquette arrière, il a saisi sa tête et l'a écrasée contre la console centrale de la voiture. Pas une fois, pas 2 fois, 5 fois brutalement. La force était suffisante pour la laisser étourdie, ensanglantée et en panique totale. Elle a essayé de s'échapper, désespérée de sortir, mais même alors, hors de la voiture, loin du volant et du faux sentiment de sécurité, il l'a suivie. Il l'a mordue. Il l'a menacée. Sa rage ne s'est pas calmée. Elle l'a suivi hors du véhicule comme un prédateur traquant sa proie. Quand la police l'a arrêté plus tard ce jour-là, l'horreur n'a fait que s'approfondir. À l'intérieur de la maison de Mason, ce n'était pas le sanctuaire calme et rempli de livres qu'on pourrait attendre d'un juge. C'était une zone de guerre. Des fusils à pompe, des fusils semi-automatiques, des pistolets, des grenades fumigènes, un gilet pare-balles, une épée et plus de 2500 cartouches de munitions. Cela ressemblait moins à la maison d'un fonctionnaire et plus à l'arsenal de quelqu'un se préparant au combat. C'était glaçant, non seulement la violence qu'il avait commise, mais le monde qu'il avait construit derrière des portes closes. Cette attaque lui a valu 2 ans de prison, mais il n'en a purgé que 9 mois. Une tape sur les doigts, une seconde chance qu'il ne méritait jamais. Vous savez pourquoi ce n'était qu'une tape sur les doigts quand Lance Mason a battu sa femme pour la première fois? Parce que des gens puissants étaient là à ses côtés,
le soutenant, l'appuyant, facilitant les choses. À l'époque, il l'avait frappée si fort qu'elle avait dû subir une opération pour une fracture de l'os orbital. Leur fille était dans la voiture quand c'est arrivé. Ce n'était pas juste de la violence domestique, c'était terrifiant. Et pourtant, quand est venu le moment de faire face aux conséquences, Mason avait une armée de soutien de haut rang, prêts à minimiser l'horreur. La représentante américaine, Marsha Fudge, l'a qualifié de « bonhomme », qui avait fait une très mauvaise erreur. Des lettres affluaient de politiciens, d'avocats et de juges, tous parlant de son caractère, de ses décennies de service, de sa réputation. La victime, Aisha Fraser, semblait à peine compter. Cette influence collective a fonctionné. Mason a écopé de seulement 2 ans de prison et a été libéré après avoir purgé 9 mois. 9 mois pour avoir défiguré une femme devant ses enfants. Et puis, quelques années plus tard, il l'a assassinée, poignardée à mort devant ses mêmes filles. Soudain, ses soutiens élogieux de l'élite politique et juridique sont devenus une tâche. Marsha Fudge a publié une déclaration exprimant son chagrin et affirmant que l'homme qui avait commis le meurtre n'était pas le Lance Mason qu'elle connaissait. Mais cela soulève une question inconfortable. Si quelqu'un bat son partenaire si violemment qu'elle a besoin d'une opération, de combien de preuves supplémentaires a-t-on besoin pour protéger la victime? Lors des audiences disciplinaires en 2017, d'autres avocats et juges sont encore venus à la défense de Mason. Ils ont écrit des lettres exprimant leur incrédulité et soulignant ses réalisations en tant que juriste. Mais l'association du barreau de l'Ohio n'était pas convaincue. Dans leur déclaration à la Cour suprême, ils ont critiqué les lettres pour ne pas avoir expliqué ce qui avait conduit aux actions violentes de Mason ou offert une assurance que cela ne se reproduirait pas. Ce n'est pas seulement un cas de mauvais jugement. C'est une étude de cas sur la manière dont le pouvoir protège le pouvoir, même au détriment de la vie d'une femme. Aisha a été trahie, d'abord par le système judiciaire, puis par les personnes qui avaient une tribune pour faire mieux. Au lieu de dénoncer la violence pour ce qu'elle était, trop de gens étaient prêts à l'excuser, à la considérer comme une aberration, de la part d'un homme qu'ils respectaient. Mais les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'hypocrisie est difficile à avaler. Les mêmes personnes qui avaient autrefois loué l'erreur non caractéristique de Mason offraient soudainement leurs condoléances et leur choc. Mais voici la vérité. Ils ont vu la violence et ils ont quand même choisi de le protéger. Aisha a tout fait correctement. Elle a obtenu une ordonnance de protection. Elle a suivi le système. Mais Lance Mason avait déjà fait son choix. Et bien avant les gros titres et les murmures, avant que le scandale ne brise le calme et n'envoie des ondes de choc à travers les cercles politiques de l'Ohio, Lance Timothy Mason n'était qu'un garçon grandissant à Shaker Heights, brillant, ambitieux, et déjà rêvant de quelque chose de plus grand. Né le 26 août 1967, il a suivi un chemin qui semblait tracé pour la grandeur, des couloirs de Shaker Heights High School à la rigueur académique du College of Worcester, et enfin à la prestigieuse University of Michigan Law School, où il a obtenu son doctorat en droit en 1992. Le parcours de Mason ressemblait à la création d'un héritage. Chaque pas qu'il faisait était calculé. Chaque rôle qu'il endossait ne faisait qu'ajouter à sa réputation grandissante. Entre 2002 et 2008, Mason a siégé à l'Assemblée générale de l'Ohio, d'abord en tant que représentant, puis en tant que sénateur, progressant dans les rangs avec une assurance qui suggérait qu'il n'était pas seulement une partie du système, il était fait pour lui. Son dévouement et son charme ont attiré l'attention du gouverneur de l'époque, Ted Strickland, qui l'a nommé juge à la Cour des plaidoyers communs du comté de Cuyahoga en 2008. Un poste de poids et de visibilité, un lieu où le pouvoir n'était pas seulement exercé, il était absolu.
Mais l'ascension ne s'est pas arrêtée là. Près d'une décennie plus tard, en 2017, Mason est revenu au service public, cette fois en tant qu'administrateur du développement des entreprises minoritaires sous le maire de Cleveland, Frank G. Jackson. Pour les observateurs extérieurs, cela semblait être un moment de boucle bouclée. Un homme accompli continuant à servir, à diriger. Son nom apparaissait dans les listes politiques et les communiqués de presse. Son image toujours polie et son influence bien intacte. Ce n'était pas un homme au début de sa chute, c'était quelqu'un déjà profondément en déclin. Mason avait épousé sa femme en 2005, mais il se préparait pour un divorce, et en mars 2014, ils s'étaient séparés. Pourtant, cette séparation ne lui offrait pas vraiment de sécurité. Leur divorce ne serait finalisé qu'un an plus tard, en novembre 2015. La salle d'audience s'est tue lorsque Lance Mason, autrefois une figure puissante, drapée dans des robes et respectée dans les cercles juridiques, s'est avancé, portant désormais une combinaison de prison, les poignets liés par des menottes. Ce n'était pas un homme accusé d'une erreur ou d'un moment de faiblesse. C'était un homme désormais confronté à la plus horrible des accusations, le meurtre violent et calculé de son ex-femme, Aisha Fraser. C'était un jour froid et impitoyable sur Chagrin Boulevard, lorsque l'horreur s'est déroulée derrière les portes closes de la maison de Fraser. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucune seconde chance. Selon le grand jury, Mason n'a pas simplement tué, il l'a planifié. Avec détermination et calcul, il a exécuté une attaque si brutale qu'elle a envoyé des ondes de choc à travers la communauté qu'il servait autrefois. Aisha Fraser, une mère adorée et enseignante respectée, a été poignardée à mort. Elle avait fait confiance au système pour la protéger. Elle avait une ordonnance de protection en place. Mais ce bouclier de papier n'était pas à la hauteur de l'homme qui avait déjà prouvé de quoi il était capable. Mais vous comprenez, monsieur, que vous êtes accusé d'un chef d'accusation de meurtre aggravé, d'un chef d'accusation de meurtre, d'un chef d'accusation d'agression criminelle, d'un chef d'accusation de violation d'une ordonnance de protection, d'un chef d'accusation de vol qualifié et d'un chef d'accusation d'agression criminelle. Comprenez-vous les accusations portées contre vous? Oui, votre honneur. Souhaitez-vous plaider, monsieur? Non coupable. La Cour accepte le plaidoyer de non-culpabilité. La Cour va. Lors de sa comparution, Mason est resté immobile alors que les accusations étaient lues une à une. Meurtre aggravé, meurtre, agression criminelle, 2 fois, violation d'une ordonnance de protection, vol qualifié. Chaque chef d'accusation peignait un tableau plus clair d'un homme sombrant plus profondément dans l'obscurité. Chaque mot un coup de couteau à la mémoire de celui qu'il était autrefois. Et pourtant il plaidait non coupable. Le juge a écouté, observé et répondu avec une caution à la hauteur du crime, 5 millions de dollars, un montant stupéfiant pour une chute stupéfiante. Mais aucun chiffre ne pouvait revenir en arrière sur ce qui s'était passé. Aucune procédure judiciaire ne pouvait ramener Aisha Fraser. Mais ensuite, les choses ont changé pour lui. Que ce soit son ego qui l'empêchait ou un amour caché pour ses enfants, Lance a plaidé coupable de ses crimes lors de son audience préalable au procès. Assis là, dans la cour des plaidoyers communs du comté de Cuyahoga, il ressemblait à l'homme qui avait brisé tant de vies par ses actions. Avec un calme troublant, il a dit qu'il souhaitait assumer la responsabilité des crimes qu'il avait commis. Ses mots étaient lourds, mais il ne semblait pas exprimer du remords. Il semblait venir d'un homme qui suivait simplement une procédure, pas l'aveu d'une tragédie bouleversante qui change une vie. Mais ensuite, il a prononcé une phrase qui montrait sa vulnérabilité. Il n'y avait aucun moyen que je laisse ma fille témoigner contre moi. Quand ces mots ont quitté sa bouche, cela est devenu clair.
Ce n'était pas juste un crime de passion ou de rage. C'était calculé. Froid. C'était un homme effrayé à l'idée d'affronter sa fille au tribunal. Effrayé de perdre l'illusion d'être le grand-père qu'il pensait être pour ses enfants. Bien que je respecte votre décision d'épargner le traumatisme d'un procès, c'était trop peu et bien trop tard. Mason a plaidé coupable à certaines des accusations les plus atroces imaginables. Meurtre aggravé, 2 chefs d'accusation d'agression criminelle. Meurtre, violation d'une ordonnance de protection et vol qualifié. Chaque accusation était un rappel sinistre de la violence qu'il avait déchaînée ce jour-là. Alors que la salle d'audience absorbait le poids de son aveu, la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer. Ce n'était pas juste un homme qui s'était égaré. C'était un homme qui avait autrefois détenu le pouvoir, qui avait été chargé de faire respecter la loi, mais qui n'était plus qu'une figure brisée assise devant un juge pour répondre de la destruction indicible qu'il avait causée. Aisha Fraser était plus qu'un simple nom dans les nouvelles. C'était une mère dévouée, une amie chérie, et une enseignante adorée à Shaker Heights, Ohio. Pour ses élèves, elle était une source de lumière. Pour sa communauté, elle était un modèle. Mais un jour tranquille de novembre, sa vie a été volée de la manière la plus horrible imaginable, par un homme qui avait autrefois promis d'être son protecteur. Aisha a vu le pire chez un homme qui s'était élevé au plus haut rang dans un système qui l'a trahi tant de fois jusqu'à lui coûter la vie. C'est la tragédie qui a donné naissance à la loi d'Aisha, une pièce législative audacieuse introduite par la représentante de l'État de l'Ohio, Jeanine Boyd, et maintenant soutenue par plus de 32 co-sponsors à la Chambre de l'Ohio. Mais la loi d'Aisha ne concerne pas seulement une femme. Elle concerne chaque personne prise au piège dans un cycle d'abus domestiques, et elle vise à changer enfin un système qui l'a trahi, qui trahit tant de gens. Alors, qu'est-ce que la loi d'Aisha exactement? C'est un projet de loi à plusieurs niveaux, conçu pour intervenir avant que les abus ne deviennent mortels. Il repose sur une vérité simple. Les homicides liés à la violence domestique sont prévisibles. Les victimes montrent souvent des signes. Les agresseurs s'intensifient et pourtant, trop souvent, le système ne détecte pas les signaux d'alarme. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ce projet de loi vise à changer que cela. Il inclut une formation obligatoire sur l'évaluation des risques pour la police. Les officiers seraient formés pour identifier les agresseurs à haut risque, ceux les plus susceptibles de commettre des violences mortelles. Au lieu de traiter chaque cas comme isolé, les officiers apprendraient à poser les bonnes questions, reconnaître les schémas et répondre avec urgence. Cela signifie que les victimes les plus à risque pourraient enfin être protégées avant que la tragédie ne frappe. Le deuxième point est l'accès 24/7 aux ordonnances de protection. Si quelqu'un a besoin d'une ordonnance de protection à 2 heures du matin un dimanche, il ne devrait pas avoir à attendre le lundi matin. La loi d'Aisha exigerait que les tribunaux aient des juges ou des magistrats disponibles 24/7 pour émettre des ordonnances de protection d'urgence, car la violence n'attend pas et la justice ne devrait pas non plus. Le troisième point clé inclut une définition élargie du danger pour les enfants, ce qui signifie que si un enfant est présent lorsque des abus se produisent, ce n'est pas juste une note en marge. C'est une autre couche de traumatisme. Le projet de loi élargit la mise en danger d'enfants pour inclure le fait d'être témoin de violences domestiques, tenant les agresseurs responsables des dommages psychologiques infligés aux enfants, même s'ils ne sont pas physiquement blessés. Et enfin, une définition plus large du meurtre aggravé. Il élargit la définition du meurtre aggravé pour refléter directement la réalité des cas de violence domestique comme celui d'Aisha Fraser. Cela signifie que si quelqu'un tue intentionnellement un membre de la famille ou du foyer et qu'il a déjà une condamnation antérieure pour violence domestique
ou tout délit violent ayant causé un préjudice grave à cette même personne. Cela peut maintenant être accusé comme meurtre aggravé. Soyons clairs, c'est énorme. Pourquoi? Parce que dans de nombreux cas passés, les agresseurs qui passaient des coups à un meurtre n'étaient pas accusés du niveau le plus grave d'homicide, même si leur violence faisait partie d'un schéma clair. Cette mise à jour comble cet écart et dit « Si vous avez gravement blessé quelqu'un auparavant et que vous revenez et le tuez, vous faites face à que ça fait face à l'accusation la plus grave prévue par la loi. » Pourquoi cela compte-t-il autant? Parce qu'Aisha Fraser a tout fait correctement. Elle est partie, elle a demandé de l'aide, elle a suivi les étapes légales. Mais le système ne l'a pas protégée. Ses filles ont été témoins de l'impensable, le meurtre de leur mère, après l'avoir vue souffrir pendant des années. Ce projet de loi n'honore pas seulement la mémoire d'Aïcha. Il arme les communautés, les forces de l'ordre et le système judiciaire des outils nécessaires pour prévenir des tragédies similaires. Et les statistiques sont glaçantes. Près de 112 Ohioans sont morts de violences domestiques en une seule année. Les statistiques montrent également que près de la moitié des victimes de violences domestiques à Cleveland sont à haut risque d'être tuées. Et, de manière choquante, dans le comté de Cuyahoga, seulement un agresseur sur 3 passe ne serait-ce qu'un seul jour en prison. Mais jusqu'à maintenant, le changement a été lent et dispersé. La loi d'Aïcha, nommée en l'honneur d'Aisha Fraser, a été adoptée par la Chambre de l'Ohio non pas une, mais 2 fois. Pourtant, elle n'a jamais été pleinement promulguée. Pourquoi? Parce que certaines parties du projet de loi ont suscité des oppositions de la part des procureurs et des avocats de la défense pénale qui étaient en désaccord avec certaines sections. En conséquence, les 2 fois où il a atteint le Sénat de l'Ohio, il a stagné. Pas de vote, pas de loi, pas de protection. Pendant ce temps, la menace pour les victimes de violences domestiques n'a pas ralenti. Et les survivants, ils attendent encore que le système rattrape son retard. Revenons à l'homme qui portait autrefois la robe de la dignité et de l'honneur, celui qui décidait du sort des autres. Maintenant, son propre sort repose entre les mains d'un conseil de libération conditionnelle. Lance Mason, l'ancien juge du comté de Cuyahoga, autrefois chargé de faire respecter la justice, purge désormais une peine de prison à vie pour le meurtre brutal de son ex-femme. Mais voici le rebondissement qui a choqué beaucoup de monde. Il pourrait un jour marcher libre. Après avoir admis avoir poignardé Aïcha à mort devant leurs enfants, Mason a reçu une peine à vie. Pourtant, cela venait avec une condition. Il sera éligible à une libération conditionnelle dans 35 ans. Cela signifie qu'à l'âge de 87 ans, s'il y arrive un jour, l'homme qui a brisé une famille et altéré à jamais la vie de 2 jeunes filles pourrait plaider pour sa liberté. C'est une réalité douloureuse pour ceux qui connaissaient et aimaient Aïcha, une enseignante respectée, une mère dévouée et une victime de violences impensables. Juste 4 ans avant le meurtre, Mason avait déjà purgé une peine incroyablement courte pour l'avoir attaquée violemment devant leurs enfants. Il avait juré alors qu'il ne retournerait jamais en prison. Mais il l'a fait, et cette fois, il ne sortira pas. Du moins, pas avant 35 ans. Pour beaucoup, l'idée d'une libération conditionnelle ressemble à une seconde trahison, car certains crimes, disent-ils, ne méritent pas de seconde chance. Mais qu'en pensez-vous? Quelqu'un qui a commis un acte aussi brutal devrait-il être éligible à une libération conditionnelle, peu importe le nombre d'années écoulées? 3 décennies derrière les barreaux, est-ce la justice rendue ou est-ce une faille dans un système censé protéger les victimes? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Assurez-vous de regarder la vidéo suivante. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.